En France, nous, quand on fait un nouveau produit, s'il n'est pas à 1 euro, c'est compliqué de le vendre. Parce que, comme tu l'as dit, les Français sont habitués au 1 euro. Donc forcément, quand c'est pas 1 euro, ils se disent, bon, je vais attendre l'année prochaine, ce sera 1 euro. Et au moment que la durée de la vie de l'installation ça change, ça sera très intéressant. Ne savaient pas vraiment comment est-ce qu'on fait, ils ont fait quelques conneries, mais parce qu'ils pensaient que, voilà, par exemple, on pouvait calculer comme ça alors qu'il fallait faire comme ça. Ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des personnes qui ont voulu frauder? Sur la formule de calcul, l'autre jour j'étais avec un installateur et on a démontré quelle était la vraie formule de calcul, qu'il avait une confusion. Cet installateur pensait que les valeurs de K étaient 2 ou 3 fois supérieures à la réalité. Aujourd'hui sur ILA26 TV, on vous présente le podcast que vous attendez tous. C'est évidemment celui sur les C2E, sur l'arrivée des C2E en Espagne. Et pour l'occasion, je me suis rendu directement en Espagne, à Madrid, pour aller rencontrer Laios Darvas, le président d'Ax10 Ibérica. Donc Ax10 Ibérica, c'est la branche espagnole du groupe français Ax10 que vous connaissez surtout si vous avez regardé notre dernier épisode. Laios connaît tout simplement par cœur le sujet des CAE, donc des C2E espagnols, de la création de sociétés en Espagne jusqu'à la valorisation de vos dossiers en passant par les calculs des différentes fiches CAE, il connaît par cœur le sujet. Dans cet épisode, on répond tout simplement à toutes les questions que vous nous avez posées sur nos réseaux et on vous donne toutes les infos sur comment bien réussir votre entrée sur ce marché espagnol ainsi que évidemment les erreurs à ne surtout pas faire. Pensez à liker, commenter, à vous abonner, c'est gratuit et nous ça nous motive encore plus parce que c'est vraiment beaucoup de travail et on sait que ça vous plaît donc n'hésitez pas à nous soutenir. De mon côté, je vous laisse tout de suite profiter de ce podcast exceptionnel. Bon visionnage, c'est parti. Laios, comment ça va? Très bien, Janif. Bah écoute, merci. Super ravi de t'avoir sur ce podcast. C'est un podcast, je pense qu'on nous a le plus demandé. Il y a énormément de personnes qui attendent ce podcast. Donc Enfin, il sort. Enfin, on le tourne en tout cas. Et il y a beaucoup de questions, comme je t'ai dit juste avant le tournage. Il y a beaucoup de questions. Il y a beaucoup de sujets à aborder. Ce que je te propose, déjà, juste de te présenter rapidement sur ce que tu fais actuellement. Et après, on va essayer de revenir sur ton parcours. Donc, sur comprendre voilà, comment est-ce que tu en es arrivé là. Et après, on passera aux questions des abonnés vers la fin. Donc, je te laisse te présenter. Ok. Avant de tout, merci, Janif. Avec plaisir. Et à tout le monde, merci pour nous voir et pour tous les demandes que vous avez fait. J'espère qu'on pourra vous aider. Premier point, désolé pour mon français. Je suis espagnol. Aucun souci. Donc, s'il y a quelques mots ou quelques expressions qui ne sont pas correctes, donc désolé à tous. Laios Darvas, je travaille avec le groupe Ax10 depuis 2020. On a commencé avec Ax10 Pro en aventure ici en Espagne pour donner les services pour tous les produits et services de transition et rénovation énergétique pour les installateurs espagnols. Et on a travaillé depuis 5 ans pour développer cette offre. Et au moment que les C2O sont arrivés aussi en Espagne, nous avons aussi introduit l'entreprise Valorem, Valorem France, Valorem Ibérica, qui peut aider aussi à tous les installateurs espagnols et européens qui veulent développer le système de certification d'économie d'énergie en Espagne pour développer ce service ici. Ok, super, super clair. Donc, comment est-ce que ça a commencé? Déjà, comment est-ce que tu es rentré dans le secteur des énergies renouvelables? D'où ça vient? Ça fait combien de temps que tu es dans ce secteur-là? Comment tu as commencé? Je suis dans ce secteur depuis plus de 20 ans. Okay. Je travaillais pour un groupe espagnol que c'était un importateur de la marque Fujitsu pour l'Europe. Et on a développé la politique commerciale au niveau international pour développer Fujitsu en Europe. Et après aussi, j'ai travaillé dans les métiers de la réfrigération, de froid, et pendant aussi 5 années, dans le même groupe de distribution B2B, il avait la présence à tout le sud de l'Europe. Et après cette aventure, j'ai eu l'opportunité de travailler avec Thierry Urquet,
l'actuel PDG. Donc le groupe avant, c'était Splitmania, c'est ça? Non, le groupe. Non. Non, le groupe où j'ai travaillé, c'était le groupe Eurofret. Eurofret, d'accord. Eurofret, je D'accord. pense Ouais, que vous le connaissez. Bien sûr. Et à Eurofret, j'ai travaillé avec M. Ourquet. D'accord, oui, avec il nous en Thierry. a parlé, bien sûr. Oui. Bien sûr. Et c'était M. Ourquet qui m'a demandé de venir vers le groupe Axdis pour développer la stratégie de Axdis dans la péninsule ibérique. D'accord. Donc, j'ai pas pensé beaucoup parce que M. Ourquet, c'est un grand professionnel, une grande personne, donc on a à l'ensemble. OK. Et nous avons fixé de trouver une entreprise en Espagne qui avait la capillarité, parce qu'en Espagne, c'est très important d'avoir la capillarité, parce que la différence entre le groupe Axdis France et Ibérica, c'est qu'en Espagne, il y a beaucoup de petites entreprises et d'autonomes, installateurs qui sont autonomes. Donc, on a trouvé une entreprise qui avait la capillarité pour donner le service au niveau national, qui s'appelle Splitmania. Et Splitmania s'est spécialisé dans le domaine de HVAC, Heating, Ventilation and Conditioning. Et nous sommes rentrés dans Splitmania pour développer aussi l'offre de photovoltaïque et tous les services de transition et rénovation énergétique comme les C2E. D'accord. Donc Splitmania, c'était une société de distribution. C'était une société de distribution avec 30 points de vente sur toute l'Espagne et que les propriétaires allaient à la retraite. Et Axdis a racheté cette entreprise. Donc c'est Axdis qui a créé une filiale Axdis Ibérica. Et Axdis Ibérica a racheté Splitmania. Si, seigneur. D'accord. Et donc, il y a d'autres sociétés, j'imagine, aussi dans le groupe? Oui. Dans le groupe, on a aussi après la rentrée de Splitmania, on a racheté une entreprise spécialisée dans les photovoltaïques. D'accord. Qui s'appelle Sandepo. C'est basé à l'Andalousie, à Granada. Et aussi à même Granada, on a racheté une petite filiale de distribution spécialisée dans les pompes à chaleur. Qui s'appelle Sotec. Et la dernière nouvelle que nous avons, c'est qu'il y a 10 jours, on a signé la rentrée du groupe Axdis dans le Portugal. Oui, il nous en a parlé. Thierry. S'appelle Solar Shop. Et c'est la rentrée du groupe Axdis dans le Portugal. Et c'est une très bonne nouvelle pour tous parce qu'on avait beaucoup d'illusions de commencer aussi notre projet dans le Portugal. Et alors, selon vous, pourquoi est-ce que Axdis a dû se développer en Espagne? C'est quoi la stratégie? Pourquoi spécialement l'Espagne? Il y a quoi de bénéfique ici en Espagne au niveau des énergies renouvelables? C'est quoi l'intérêt concrètement? Espagne a un plan qui s'appelle PNIE, Plan National de Développement de la Clim et de l'énergie, qui a été signé il y a 5 années, plus ou moins, où le gouvernement espagnol a suivi la normative européenne pour accélérer la décarbonisation et faire un travail pour accélérer les énergies renouvelables sur le pays. On a un plan pour augmenter de manière très importante la présence de l'énergie photovoltaïque sur le territoire espagnol et aussi implanter le modèle de C2E pour essayer d'économiser l'énergie au niveau national. Donc, ça c'était pour le groupe Axdis à Paris. On a étudié l'évolution du marché ibérique et on a vu que l'Espagne, c'était 2019 dans le point de commencer à travailler de manière sérieuse et ce point de transition et rénovation énergétique. Tous les produits et services de Axdis en France sont totalement compatibles, compatibles pour les besoins qu'a aujourd'hui le marché espagnol. Bien sûr. Et donc les CAE, donc les C2E espagnols, c'est mis en place depuis le 1er janvier 2023, si je dis pas de bêtises. C'est 23 janvier plus ou moins. D'accord. Et pourquoi aussi tard, entre guillemets? Est-ce qu'avant, il y avait quand même des aides, des subventions en Espagne ou pas du tout? Il n'y avait pas du tout d'aide de l'État? Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça aussi tard quand on sait que la France a mis en place ça en 2006? Pourquoi aussi tard l'Espagne? Parce que les Espagnols, le gouvernement espagnol, c'est un dommage, mais normalement nous sommes les derniers pour implanter les politiques au niveau de rénovation et transition énergétique.
L'installation de panneaux solaires photovoltaïques a été pénalisée en Espagne jusqu'à aussi l'année 2019. Ah, c'était pénalisé. Sí, c'était l'impôt sur le soleil, s'appelait. L'impuesto sobre el sol. Incroyable. Une famille ne pouvait pas avoir son propre autoconsommation solaire sans payer à la réseau électrique. Tu devais, toute l'autoconsommation que tu faisais, tu la devais retourner à la réseau électrique. Donc, à partir de 2019, parce que c'était une directive européenne, c'était obligatoire d'ouvrir le marché de la photovoltaïque en Espagne et aussi offrir les modèles de KS. D'accord. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est des questions politiques. Ici, on parle toujours de qu'on a un lobby électrique très fort. Hein? Mais bon, c'est une question que je n'arrive pas très bien à comprendre. Ok. Donc, le modèle des C2E, il a été créé par la France, ce modèle-là. Oui. Aujourd'hui, alors, il est beaucoup critiqué en France. Beaucoup de personnes le critiquent. Aujourd'hui, on voit qu'il est dupliqué en Espagne, donc c'est qu'il n'est pas si mauvais que ça, finalement. Toi, tu en penses quoi de des C2E, donc des CAE en Espagne, de ce système-là? Qu'est-ce que tu en penses? Nous connaissons que Miteco, que c'est le ministère de la Transition écologique de l'Espagne, ils ont créé une commission d'études pour développer les C2E et ils ont travaillé beaucoup avec le ministère français aussi, avec la France pour faire un copie-coller de votre modèle en France. Quand tu vois le modèle espagnol, il y a des petites corrections pour favoriser une vraie économie d'énergie et éviter, selon ce que Miteco nous a dit, quelques problématiques de fonctionnement et quelques fraudes potentielles qu'on a trouvé en France, non? Donc, je pense que le modèle de CAO espagnol, c'est au début, commence. Bien sûr. Ce n'est pas encore très fort comme a été le modèle français, parce que c'est très difficile d'arriver à 1 euro. Toujours, il y a un reste à charge. Je suis désolé parce que je trouve beaucoup d'installateurs qui me parlent d'installation en euros. Tu peux trouver à quelques fiches, on parlera après, je pense. Non? Bien sûr. Mais normalement, par exemple, Splitmania, qui s'est spécialisé dans le domaine de la climatisation, on a la fiche que la RES 060, c'est la fiche que tu peux changer ton chaudière à combustion à gaz pour pompe à chaleur. Et tous les calculs que nous avons faits, tu trouves entre 25-30 maximum % d'économie d'énergie sur l'installation globale de pompes à chaleur. Pour une famille française, ça serait aujourd'hui très bizarre parce qu'ils sont arrivés à avoir le changement en euros. Pour une famille espagnole ou une entreprise espagnole, c'est une très bonne nouvelle parce que nous n'avons pas jamais trouvé ce type d'aide. D'accord, mais elle n'est pas 1 euro, celle-là. Elle n'est pas 1 euro. Non. Ok. Non, donc, mais qu'un installateur peut offrir une installation que normalement de 6 000, 7 000 euros et tu peux donner 2 000 euros de CAE. Bien sûr. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour le marché espagnol. Bien sûr. Et alors, justement, avant de rentrer en profondeur sur les CAE, juste pour finir un peu sur le parcours, donc Axdis Ibérica et donc Splitmania, c'est quoi l'évolution? Vous rachetez la boîte, qu'est-ce que ça devient? Comment est-ce que c'est quoi ton rôle dans Splitmania et dans Axdis Ibérica? Comment est-ce que tu fais pour faire grossir la filiale, tout simplement? Notre plan stratégique au niveau du groupe, c'est de développer tous les produits et services qu'on a démontré avoir succès, ser exitosos, que usan un succès en France. D'accord. Donc, on a pris tous les bonnes pratiques qu'on peut trouver en France pour les implanter sur l'Espagne. Et aussi, nous sommes en train aussi de développer une stratégie d'attraction de nouveaux points de vente. Parce qu'en Espagne, il y a beaucoup de petites entreprises de distribution qui ont besoin d'avoir l'appui d'un groupe comme Axdis. Et les premières choses que nous avons fait pour développer notre business, c'était la photovoltaïque. Le marché photovoltaïque en Espagne, quand nous avons rentré en 2020, c'était une explosion parce qu'il y a aussi des aides publiques espagnoles.
et nous avons profité de ça pour implanter notre modèle de distribution photovoltaïque. D'accord. Aujourd'hui, pour tous les installateurs, le marché espagnol de photovoltaïque a avancé beaucoup. Mais bon, nous sommes en train de récupérer, nous sommes déjà arrivés à les points minimes et le marché commence à s'accélérer autrefois. Donc, ce que nous avons fait pour développer notre entreprise, c'est commencer avec les produits et services de photovoltaïque et après développer aussi une gamme de produits de pompe à chaleur. C'est important aussi en France. Ça commence à être aussi important en Espagne, la pompe à chaleur, l'installation de pompes à chaleur. Et le troisième point, c'est les KS, les C2E. Toutes les connaissances que Axdis a et toute l'expérience avec Axdis Prime, qui après c'était Valorem, on a créé Valorem Ibérica, que c'est une filiale de Valorem France pour appuyer tous les clients installateurs espagnols et aussi français qui vont travailler en France, non? Avec la même culture et la même façon de faire qu'on fait en France, que ça marche très bien. Donc, on veut aussi la faire en Espagne. Bien sûr, bien sûr. Et alors, est-ce que tu as vu une explosion des commandes au niveau de la distribution? Parce que forcément, depuis les aides, depuis 2023, est-ce que tu as vu une forte demande de produits de pompe à chaleur, de photovoltaïque, etc. Est-ce que tu vois une montée de la demande? La vérité, c'est que pas encore. Pas encore. Pas encore, parce que les clients espagnols, l'installateur espagnol, c'est un client petit, pas très bien structuré. Et pour avoir les cas, tu as besoin de respecter toute la procédure et donner toutes les informations qui sont demandées. Et quelquefois, l'installateur il a des problèmes pour avancer. Non? Pour ça, à Valorem, on a créé un service d'appui d'administration commerciale et administration des cas. De formation? Si, pour accompagner notre client. Donc, ça, c'est très important. Et les données que nous avons des ministères aussi des pollueurs, que nous avons beaucoup de contacts avec eux, nous disent qu'il y a beaucoup de grandes opérations de CAES, mais pas, on n'a pas encore arrivé à voir un volume important de petits installateurs qui commencent à faire des CAES. Ok. Et est-ce que tu penses que justement ces petits installateurs, ils vont devoir venir de France? Parce qu'en France, ils ont l'expertise un peu justement de cette pratique, des réglementations C2E. Est-ce que tu penses qu'il faut que des Français viennent pour mettre en place un peu leur expertise et surtout aussi, comment est-ce que les petits artisans espagnols, comment est-ce qu'ils voient ces aides? Est-ce qu'ils comprennent le potentiel ou est-ce qu'ils sont un peu... ils ont envie de rester normal? Ils comprennent le potentiel. Le problème, c'est comme toujours le cash flow. Ok. Pourquoi? Parce que tu dois expliquer à les bénéficiaires que tu as les CAES et l'installateur peut leur offrir une installation plus économique, mais quand l'installateur voit que l'argent arrive d'ici, le délai de paiement aujourd'hui des CAES, quand nous avons commencé, c'était 6 mois. Maintenant, on peut arriver à 3 mois. Et pour un petit installateur, ça c'est un problème. Bien sûr. Parce qu'il doit racheter, il doit payer à 60 jours la marchandise, il doit payer les salaires de ces personnes qui travaillent, de ses collaborateurs, donc, etc. Donc, c'est un modèle qu'il faut trouver aussi un modèle financier qui peut accélérer les modèles. L'installateur français a une caractéristique très importante. Je pense que sont les installateurs que j'ai connus, parce que j'ai déjà eu rendez-vous avec beaucoup d'installateurs, ils sont très bien organisés au niveau commercial, ils sont très vite pour les opérations. Donc, une histoire, non? Ce matin, j'ai eu une réunion avec Ursa, c'est matériel pour l'isolation, qu'il me disait comment est possible que tous les installateurs français viennent très rapidement en Espagne et ils ont racheté notre produit en France et je veux qu'ils nous rachètent chez nous, non? Donc, parce que c'est vrai que l'installateur français qui comprend mieux aujourd'hui, parce que pour l'espagnol c'est nouveau, non? Bien sûr. Et les services de CAES, ils sont déjà arrivés ici en Espagne, ils ont commencé à travailler. Et alors, tu as parlé des solutions, enfin que c'est compliqué pour un installateur espagnol au niveau du fonds de roulement, de la trésorerie.
c'est quoi les solutions concrètement à l'heure actuelle pour peut-être être payé plus rapidement? Est-ce qu'on a des délégataires qui payent rapidement? Je ne sais pas. Quelles sont les solutions actuellement pour avoir des paiements un peu plus rapides? Si, c'est très facile. C'est le même mandataire ou délégataire qui peut financer les opérations. D'accord, donc ça existe. En Espagne, les délégataires, mandataires, ça existe. Si, ça existe la figure. Tu as les pollueurs, tu as les délégataires. Et après, la loi ne parle pas des mandataires, mais la figure des mandataires ou agrégation de demande. Valor 1% mandataire en Espagne. Ça existe et on a la possibilité, on a les contrats avec les pollueurs et la procédure c'est la même. Donc, d'accord. Les mandataires et les délégataires ont son propre source de financement pour financer les installateurs, ou sinon il faut trouver différentes formules. Nous, le groupe Axdis, il y a des formules aussi pour pas payer les 100% des CAE, mais oui, pour aider avec les matériels qu'ils achètent chez nous, non? Parce que dans la proposition de valeur, c'est bien, bien sûr. de groupe Axdis, il t'accompagne non seulement avec la gestion des CAE, mais aussi avec la source de suministre de matériel que nous pouvons donner à notre client. Donc, ça, c'est un point. Ça, c'est un point important. Donc, vous avez l'opportunité, je ne sais pas si je dis des bêtises, mais vous avez l'opportunité d'avancer l'argent pour le matériel ou pas? Est-ce qu'un installateur peut... Normalement, oui, pour le matériel. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, tu as dit que c'est pas juste, Axdis, c'est pas juste un distributeur, en tout cas en Espagne, c'est pas juste un distributeur. C'est quoi les services concrètement que vous apportez aux installateurs espagnols ou français qui veulent avoir besoin de vos services, non seulement en distribution, mais aussi, j'imagine, en gestion de C2E, de CAE, etc. C'est quoi les services? Si. Ça, le service, c'est un accompagnement global de tous les projets de CAE. Le premier point que nous faisons à travers d'Axdis Ibérica, le premier point que nous avons fait, c'est aider, je pense que j'ai fait un peu les comptes, plus de 20 installateurs, nous les avons accompagnés pour ouvrir l'entreprise en France. On a fait un cahier de charges avec un avocat français, que je pense que beaucoup de clients le connaissent déjà parce que ça roule. Et le premier point, c'est accompagner un installateur français à mettre en place son structure juridique et financière, ouvrir la banque, c'est pas facile, avoir ton NIE, ton société limitée. Donc, ça, c'est le premier point, le service qu'à travers Axdis Ibérica, nous sommes en train de faire, faciliter ouverture de société. Ouverture de société. Après, il faut bien connaître aussi les fiches. Il faut avoir on a ressources et on a fait beaucoup de sessions de formation à des installateurs pour expliquer quelles sont les fiches en Espagne et surtout les fiches plus intéressantes. Et aujourd'hui, les demandes que nous trouvons, 80%, c'est la fiche d'isolation. Des combles? Des combles. Des guardias? Guardias? Les guardias perdidas. Guardillas, ah, sí. Voilà. Guardillas. Je ne parle pas espagnol, excusez-moi. Las guardillas, sí. Alors, c'est la fiche Reservoban. La Reservodis, c'est l'isolation, mais pour plus de 25% de toute l'enveloppe et plus de moins 25% de l'enveloppe que normalement sont les comperdus, que sont les guardillas. Et c'est la fiche qui s'appelle Reservoban. Donc, expliquez bien comment fonctionne la fiche et quelles sont toutes les choses qu'il faut faire. Et qu'il ne faut pas faire. Et toutes les choses qu'il ne faut pas faire. Et après, bien expliquer la formule de calcul. Alors, parce qu'il y a un grand débat sur la formule de calcul. L'autre jour, j'étais avec un installateur et on a démontré quelle était la vraie formule de calcul parce qu'il avait une confusion que cet installateur pensait que les valeurs de KS étaient 2 ou 3 fois supérieures à la réalité. Ok. Alors moi, je ne m'y connais pas en calcul de fiches C2E. Est-ce que c'est facile à expliquer à la caméra ou ça prend beaucoup de temps d'expliquer le calcul de cette fiche? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Si, on peut l'expliquer en 3, 4, 5 minutes. Alors, vas-y. Ah, maintenant? Oui, si tu peux. Non. Si tu peux, bien sûr. Si, finalement la formule, c'est très facile parce que c'est le coefficient, je pense que c'est de transmittance initial et final, que tu trouves avec les matériels que tu feras l'installation. Et après, ça se multiplie pour la surface d'isolation que tu vas isoler. Et après, ça le multiplie pour
un coefficient qui vient de la zone climatique. Ok. La zone climatique, en Espagne, on a 5 zones climatiques. Ok. Donc, de la A à la E. En zone climatique, la différence entre les zones climatiques, c'est l'altitude sur le niveau de la mer. Ok. Okay? Plus haut, tu es C, D, E. Plus bas, A, B. Non? Donc, on a les maps, le mapa. Ouais, bien sûr. On a la carte, pardon. On a la carte de l'Espagne où on a tous les zones climatiques bien établis. Et donc, tu fais ton calcul et quand tu fais ton calcul, tu multiplies un facteur que c'est plus haut avec un zone climatique E et plus bas avec un zone climatique A. Ok. Le coefficient initial et final, il sort de les DPO. Il faut faire un DPO, c'est obligatoire faire un DPO. C'est obligatoire de faire un DPO. C'est obligatoire le DPO final. Le DPO initial, c'est pas obligatoire, mais c'est un conseil, c'est le faire parce que si tu ne fais pas un DPO initial, tu dois prendre une valeur théorique que c'est dans le registre du bâtiment technique espagnol et c'est toujours pire que si tu fais un DPO initial. Donc, le conseil, c'est faire un DPO initial, il te donnera tous les coefficients. Tu fais après le matériel d'installation que tu veux mettre et avec le DPO initial et le matériel d'installation que tu feras, on aura le coefficient final. La différence entre le coefficient final et le coefficient initial multiplié par la surface d'isolation et pour les coefficients de son climatique, il nous donne l'économie d'énergie que tu arrives à avoir dans cette isolation. Donc, finalement, cette économie d'énergie se multiplie pour un facteur D, que c'est la durée de la vie de l'installation. Qu'est-ce qui se passe en Espagne? Que le ministère nous a dit que le facteur D, c'est égal à 1. Donc, on n'a pas encore arrivé à accepter que la durée de la vie d'une installation d'isolation, c'est 7 ans, 10 ans. Bien sûr, bien sûr. Donc, on n'a pas encore arrivé à ça. Mais dans la loi, c'est fixé la définition de la durée de la vie de l'installation. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y aura un moment que le ministère doit décider de définir bien la durée de la vie de l'installation. Bien sûr. L'année dernière, tout le monde disait que c'était cette année, rien n'arrivait. Donc, je suis désolé parce que c'est facteur 1. Oui, bien sûr, bien sûr. Au moment que ça soit 5, 6, 7, ça sera... C'est important de le dire. Donc, c'est facteur 1 actuellement, c'est 1. D'accord. Et on n'a encore pas de nouvelles que ça changera pendant cette année. Ok. Donc, ça, c'est important de connaître. Donc, concrètement, est-ce que cette fiche-là, on peut, au niveau de la rentabilité, la proposer à 1 euro à nos clients? Cette fiche de compte qui est la RS 0,20. 0,20. Est-ce qu'on peut la proposer à 1 euro, cette fiche-là, aux clients? C'est rentable ou pas? Ça dépend de l'argent que tu veux gagner. Bien sûr, bien sûr. Je ne peux pas répondre à ça parce que ouais, bien sûr, mais... je ne suis pas capable de répondre. On a fait un exercice théorique, mais c'est un exercice théorique que j'ai montré aussi à beaucoup d'installateurs. Il y a, je pense que les installateurs que nous voient, ils sont parce qu'on a un cahier de charges avec une explication technique de tout. On a arrivé à avoir 25 euros par mètre carré dans la zone climatique E. Ok. Je ne sais pas si ça pour vous c'est profitable ou non. C'est à vous de voir. Bien sûr, bien sûr. C'est dans une situation très extrême, dans la meilleure zone climatique. Donc on arrive à avoir ce prix. Dans la zone A, on arrive à avoir 10 euros. Ok. Donc, de toute façon, il faut expliquer, je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est que voilà, en France, nous, quand on fait un nouveau produit, s'il n'est pas à 1 euro, c'est compliqué de le vendre. Parce que, comme tu l'as dit, les Français sont habitués au 1 euro. Donc forcément, quand c'est pas 1 euro, ils se disent, bon, je vais attendre l'année prochaine, ce sera 1 euro. Là, les Espagnols, ils n'ont jamais eu de produit à 1 euro. Jamais. Donc, quand on vient et que, j'ai une grosse bêtise, mais un chantier coûte 10 000 euros et qu'on leur fait à 5 000 euros ou même à 6 000 euros, en fait, ils sont contents. Il faut comprendre qu'il n'y a pas forcément peut-être, je sais pas, après moi je connais pas bien le marché, tu connais mieux, mais je pense qu'il n'y a pas forcément besoin absolument de faire du 1 euro pour bien vendre. Je pense que les Espagnols seront bien contents d'avoir 5 6 000 euros de réduction sur leur facture, j'ai une bêtise, mais qu'est-ce que tu en penses de ça? Donc je suis d'accord avec toi.
je retourne à les commentaires antérieurs de l'entretien que j'ai eu aujourd'hui avec Ursa, hein, que c'est le leader ici en Espagne de matériel d'isolation. Ok. Et il me disait, est-ce que les clients français, ils sont en train d'offrir de l'installation très économique, plus économique que nous avons ici en Espagne. O sea, normalement, un produit espagnol, c'est plus économique en Espagne qu'en France. Okay. Mais les produits d'isolation en Espagne, c'est plus cher qu'en France. Parce que le marché, c'est plus réduit. Bien sûr. Mais le directeur général me disait, pourquoi les clients sont très agressifs? Je dis, non, pas pour la vitesse, parce qu'on a les 7 de caisse, et ils profitent de ça, mais ils peuvent vendre plus cher. Et bon, mais en Espagne, nous n'avons pas jamais eu une installation de rénovation et transition énergétique en euro. Donc, c'est une très bonne nouvelle d'avoir 30%, 50% de remise. Hein? Bien sûr. C'est une question à penser. Hein? C'est un point à penser, oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, les particuliers en Espagne? Est-ce que tu as des retours des particuliers un peu de... Nous, on n'a pas... Enfin, je ne suis pas les informations espagnoles, mais qu'est-ce qui se dit par rapport à ça? Est-ce que les particuliers se rendent compte? Nous, en France, on a beaucoup de personnes que dès qu'il y a des aides, ils ont l'impression que c'est une arnaque, alors que c'est pas une arnaque, ça existe vraiment. Est-ce que les Espagnols y croient ou est-ce qu'ils sont un peu dubitatifs par rapport à ça? Ils ne croient pas. Ils pensent que c'est une arnaque aussi, okay. Les mêmes. et surtout, dans les dernières semaines, et je vais vous expliquer autre chose du ministère, il a sorti beaucoup de nouvelles dans les blogs professionnels espagnols de qu'il avait des clients français qui ont arrivé à offrir isolation en euros et que ça c'était en fraude. Okay. Que c'est pas possible de faire isolation en euros et que la qualité d'installation ne sera pas bien faite, qu'ils feront un désastre, non, pour la profession, etc., etc., etc. Et le Miteco, le mercredi dernier, avant de la fête du 1er mai, le 30 avril, ils sont sortis en communication à tous les délégataires et vérificateurs en disant attention à la fiche réservante d'installation parce qu'on a trouvé beaucoup de publicité d'isolation en euros. Il faut contrôler que la fiche soit bien faite. Bien sûr. Et est-ce que les Espagnols, parce que nous les Français, la spécialité pour recevoir des dossiers et faire des dossiers d'installation, c'est d'appeler les clients, les prospecter au téléphone. Oui, très bien. Est-ce que les Espagnols commencent à recevoir cette prospection téléphonique? Est-ce qu'ils en entendent parler? Est-ce que c'est une bonne manière d'approcher les Espagnols, de les prospecter? Est-ce que c'est légal en Espagne de faire ça? Si, après, si tu as signé quelquefois que tu vas recevoir des appels téléphoniques commerciaux, tu peux le faire. Donc mais appeler comme ça au hasard, on a le droit en Espagne ou pas? En France, on n'a plus le droit. En France, on n'a plus le droit de faire ça. Non, pas en Espagne, parce que tu as la loi de... RGPD? Si. Okay. La protection des datos de d'accord, c'est aussi en Espagne, d'accord. Ok, la RGPD. Et si tu reçois un appel, ça signifie que qui t'appelle est que tu es dans sa liste que tu as permis d'être appelé. Ok. Ça c'est normal, non? Et après, les Espagnols, normalement, nous recevons des appels téléphoniques pour la vente de l'énergie, de l'électricité. Je peux te l'électricité plus économique, c'est le plus normal, ou pour changer la téléphonie, non, d'une compagnie à une autre. Cette point, c'est une nouveauté. Donc, je ne sais pas. Mais la bouche-oreille travaille très bien en Espagne. Si un installateur français arrive à une ville, il fait une première installation que ça soit bien fait, je t'assure qu'il fera toute la ville. Ok, le bouche-à-oreille marche bien. D'accord. Bouche-oreille marche bien. Il faut être sérieux parce que sinon... Ah oui, mais normalement, les clients français que j'ai parlé sont des clients sérieux. Oui. Justement, en parlant des clients français, donc il y a une explosion. Moi, je le vois dans nos groupes WhatsApp, dans les communautés françaises, ça parle que d'Espagne, ça s'entraîne à parler espagnol, ça recrute des employés espagnols. C'est vraiment une explosion par rapport à ça. Ouais. Je pense que c'est dû au fait aussi qu'en France, c'est un peu plus compliqué en ce moment. En ce moment, c'est un peu plus compliqué, donc forcément, la logique, c'est d'aller en Espagne. Enfin, la logique, entre guillemets. Et donc, la question, c'est, toi, donc, tu m'as dit avant le podcast, plus de 30 rendez-vous avec des installateurs français. Oui. Donc, toi, tu dis tu les vois sérieux. Et est-ce que nous, en tout cas, de notre côté, on a beaucoup de personnes qui cherchent des régies. Je ne sais pas si tu connais ce terme, régie des apporteurs d'affaires commerciales.
Est-ce que actuellement il y a déjà eu des installations, il y a déjà eu des paiements pour ces installateurs, ou pour l'instant c'est un peu que du blabla entre guillemets, que ils mettent en place la chose, mais est-ce que c'est encore concret? Est-ce qu'ils ont déjà reçu des paiements? Je sais qu'ils ont déjà fait des installations D'accord, parce qu'on a déjà vendu produits, les installateurs ont installé d'accord, et je connais qu'ils ont fait des installations. Je sais que quelques installateurs a déjà déposé les fiches dans des délégataires, ok? Mhm. Et quelques installateurs ont été payés à Ok, travers des délégataires. des délégataires. Ok. Mais pas encore a été 100% vérifié. Hmm. Donc il faut... On parle pas de gros volumes, j'imagine. Non, il parle pas encore nous ne parlons pas encore de volume, mais ça commence. D'accord. Ça commence. D'accord. Et pour comprendre, parce que je crois qu'il y a un système de rétroactif avec les dossiers. Donc c'est quoi? On peut installer un dossier et le valoriser jusqu'à 3 ans, je crois, c'est ça? C'est comme ça que ça se passe. Donc c'est pour ça que là, un installateur français peut venir et installer plein de dossiers, et après il a 3 ans pour les valoriser. Bon, après il faut évidemment la trésorerie. La trésorerie, Il faut avoir la trésorerie. Et donc actuellement, les paiements, c'est 3 mois, même s'il n'y en a pas encore une tonne, beaucoup de paiements, c'est 3 mois le délai des paiements. D'accord, c'est comme ça que ça se passe. C'est. Et les délégataires, est-ce qu'ils arrivent à avancer les frais? Les délégataires, normalement, ils essayent le que j'ai trouvé, c'était des délégataires qu'ils sont offerts à 2 mois pour payer la fiche. Ok. Et je connais des installateurs qui ont été payés à 2 mois. Hein. D'accord. Et je connais aussi des délégataires qui te disent qu'un mois, 15 jours, et après, la réalité, c'est que ça se retarde un peu. Ok. Donc, il peut arriver à 2 mois, 3 mois aussi. Ok. Donc, Ok. mais ce que j'ai vu, c'est que cette fiche qui sont été installées, que je connais un peu les délégataires, et ce délégataire, il joue un peu avec les volumes. Il n'a pas encore déposé au vérificateur. Ok. Donc, pour ça, j'ai dit attention et prudence pour la formule de calcul que j'expliquais avant. Bien sûr. Parce qu'on a trouvé que dans la formule, tu as les facteurs initial et final, le coefficient initial et final d'isolation, multiplié par la surface et multiplié par la zone climatique. Et je ne sais pas pourquoi il y a un délégataire qui explique que la surface, c'est la surface de toute l'enveloppe. C'est pas comme ça. Non, c'est seulement la surface, si tu lis la fiche, c'est la surface qui a été isolée. Okay. Donc, ça, c'est une différence. C'est une question technique, mais c'est une différence de 4 fois le prix énorme. Bien sûr. Donc, attention à ça. Parce que le moment que ça arrive, avec la note que Miteco a lancée en disant attention, il faut bien vérifier la fiche réservante, ils prendront beaucoup d'attention. Parce qu'en Espagne, si un vérificateur ou un délégataire, il y a un taux d'erreur très important au niveau de vérification des fiches, il peut perdre son droit d'être vérificateur ou délégataire. Bien sûr. Donc, alors, justement, on avait Thierry Ourquet il y a quelques semaines que j'ai interviewé à Paris. On lui passe le bonjour. et donc, il me disait justement que, voilà, on parlait un peu des fraudes qu'il y a en France. Et il me disait que, alors oui, il y a des fraudes, mais ça représente 5% sur la totalité des installations en France. Donc, c'est pas... Enfin, c'est beaucoup, c'est trop. 5%, c'est trop. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a que des fraudes. C'est pas vrai. Il y a quand même, voilà, il y a quand même 5%, c'est beaucoup, mais ce n'est pas la totalité du tout. La question, c'est comment est-ce que l'Espagne, parce que je pense qu'ils ont vu ce qui se passe en France, ce qui s'est passé en France et ce qui continue de se passer en France, comment est-ce qu'ils se protègent par rapport à ça? Nous, on sait qu'en France, on a mis en place des COFRAC. Des COFRAC, là actuellement, mon accompagnateur rénove. Donc, c'est des contrôles avant, après. Okay. Est-ce qu'on a ça ici dans les fiches d'installation? Comment est-ce que l'Espagne a mis en place des contrôles ou va mettre en place des contrôles? L'Espagne, aujourd'hui, on a 2 vérifications de la fiche. Okay. Les pollueurs ou les délégataires sont obligés à faire une vérification de la fiche. Quand la fiche est vérifiée, ça passe au ministère public. Le ministère public s'est obligé aussi à faire son vérification, qui est une double vérification. Okay. Et c'est curieux parce que Valorem Ibérica, que nous avons déjà déposé des fiches, normalement, les 90% de demandes techniques de dire les calculs que vous avez fait, il faut les justifier, c'était à travers du ministère public.
Okay. Donc, sont plus fortes. Quand la fiche arrive au ministère, sont plus pointilleux que la vérification. Donc, le premier point, c'est une double vérification. Ok. Troisième point. Mais qui fait la vérification? Qui l'a fait? Est-ce que c'est sur site? C'est sur la maison directement? Il va pour faire la vérification? Non, c'est sur la fiche. Ah, la fiche, d'accord. Il faut voir si tu as les calculs bien faits, les photos avant, les photos après, les DPE initial. Par exemple, le DPE initial, DPE final. Un vérificateur, le que disait Miteco dans la note. On trouve des coefficients initiaux qui ne sont pas possibles. En maison qu'on n'a pas aucune isolation, il ne peut pas avoir ce niveau de coefficient de transmittance, etc. etc. Non? Donc, si Miteco trouve ça, il te fait la demande. Tout va justifier. Okay. Non? Donc, ça c'est... Mais on n'a pas l'obligation d'aller sur la maison à vérifier, mais on a les droits. On ne connaît pas encore qu'il y a eu aucune visite pour faire une vérification. Il n'y a pas d'obligation pour l'instant? Pour l'instant, pas de vérification, mais la loi dit que dans l'avenir, ça sera obligé d'avoir un pourcentage de fiches qui seront vérifiées. Aujourd'hui, ce n'est pas une obligation, c'est un droit. Okay. Et on n'était pas encore exécuté pour le ministère. Donc, ça, c'est tranquille. Donc, aujourd'hui, le contrôle, c'est un double contrôle de vérification sur les fiches. Et s'ils ont essayé de copier-coller, comme tu as dit, le modèle français, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas copié-collé les barrières qu'a mis l'État français pour justement contrôler les fraudes? Pourquoi est-ce qu'ils attendent dans l'avenir? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait directement, quitte à prendre un peu plus de temps à lancer les aides, pour, voilà, dès le début, mettre des contrôles avant et après? Parce que je pense que mon accompagnateur, c'était depuis quand? C'est récent, ouais, c'est récent. C'est récent, oui, non? Bien sûr. Je pense que ça, c'était pas encore... Mais avant, on avait aussi le COFRAC. C'est le COFRAC. Si. Donc, ça fait quand même 4-5 ans, quand même, qu'on a ça, à peu près, si je dis pas de bêtises. Non, donc, en Espagne, pas encore. Mais le ministère, c'est très sérieux au niveau de vérification des calculs. Nous sommes... On a eu beaucoup de discussions avec eux. La bonne nouvelle, c'est que Valor en France, Valor en Ibérica, désolé, on a un 0% de refus. Tous les dossiers que nous avons présentés ont été acceptés. Ah bah super, parce que c'est vous payé, qui... Nous avons été payés, oui. Parce que c'est vous qui accompagnez justement, c'est vous qui faites les dossiers, donc il n'y a pas d'erreur entre guillemets sur les calculs, etc. Donc c'est un vrai avantage de passer par vous. Et on a une relation très forte avec les pollueurs, avec les bureaux techniques des pollueurs pour bien vérifier quand nous avons un doute sur une fiche. Par exemple, la fiche Ressa-Goban, nous l'avons bien travaillée parce qu'on a eu beaucoup de demandes de notre client installateur d'Axis France. Et on a eu des réunions avec les pollueurs plus importants en Espagne, c'est Repsol. Non? Donc avec les agents vérificateurs de Repsol, nous avons eu de différentes réunions pour bien vérifier que les calculs que nous avons faits ont été bien. Non? D'accord. Donc pour ça, on a la sûreté que si vous travaillez avec Valoren, c'est... Donc vous avez compris avec qui il faut travailler. Valoren, Axis, Ibérica. Pardon. On fait une petite pub. Il y a, je crois, plus de 200 fiches, si je ne dis pas de bêtises, à peu près. C'est beaucoup de fiches. Donc c'est pour le particulier, le tertiaire, etc. Industriel, sport. Pourtant, celle qu'on voit le plus, c'est les combles. Bon, 1 euro, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là parce que c'est en fonction de la rentabilité, etc. On ne peut pas savoir. Mais on peut quand même voir, avec tous les calculs que vous avez dû faire sur toutes les fiches, quelles sont les fiches quand même qui sont un peu plus rentables, etc., qui sont un peu plus faciles à travailler pour des installateurs. Donc on a la RS 020. Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre quand même de fiches qui sont travaillées peut-être par les installateurs que tu rencontres? Quand nous avons fait l'étude de fiches, c'est l'isolation, c'est intéressant. Pas peut-être 1 euro toujours, c'est intéressant. Bien sûr. On a les terres 030, que c'est les LED. Ah d'accord, il y a les LED ici. Il y a les LED ici. La question, c'est que le marché, c'est plus réduit. Parce qu'on a... Pour les particuliers, oui? Non, pour professionnels. Professionnels, bien sûr. Tertiaire industriel. D'accord. Les calculs de LED aussi sont très faciles de faire, sont très rapides. Et oui, qu'on trouve que sont profitables. C'est intéressant. D'accord. Et ça, c'est un point intéressant. Ça, c'est laquelle, la RS? TR030. Ah, TR030, d'accord. Sont les deux fiches. Après, on a la IN010, que c'est les calorifugage. Calorifugage, bien sûr. Aussi, c'est professionnel, encore tertiaire. Professionnel tertiaire. Là aussi, elle est intéressante. Et pour le résidentiel, c'est toujours la RS020, qu'on a parlé d'isolation, et la pompe à chaleur.
C'est une technologie qui est arrivée chez nous. C'est plus nouveau pour l'espagnol que pour les français. Bien sûr. Donc, les français, on a l'habitude de travailler avec pompe à chaleur, Bien sûr. planche chauffante et tout ça. Donc, dans l'avenir, il y aura beaucoup de travaux pour changer de chaudière pour pompe à chaleur. Donc, ça, c'est une opportunité. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas, comme je disais avant, c'est pas la question d'un euro, mais tu peux trouver entre 15 et 30% d'économie de la facture globale, non? D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Bien sûr, bien C'est sûr, pas mal. bien sûr. Et au moment que la durée de la vie de l'installation ça change, ça sera très intéressant. Et on sait quand est-ce que ça va changer? Non, On n'a pas encore. d'idée? On sait pas? On sait pas du Je tout. peux pas dire rien. D'accord. Encore. Ouais, c'est parce que c'est important, ça va quand même changer Ce que énormément. nous savons, c'est qu'il est en train d'arriver la précarité. Ah, la précarité. Selon Les revenus. les revenus ou la situation familiale. Pour l'instant, il n'y a pas ça? Il n'y a pas ça encore, mais ça c'est déjà approuvé et ça, on aura les conditions rapidement pendant cette année, je pense. D'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas de critères de revenus pour être éligible, plus ou moins. Ça va arriver. Ça va arriver cette année. Je crois qu'il y a quand même une différence au niveau des régions en Espagne, au niveau des aides. Oui. Des régions. C'est quoi les différences en fonction de quoi? J'ai l'impression que plus on est dans le sud, moins il y a d'aides. Je ne sais pas si j'ai une bêtise, mais comment ça se passe au niveau des aides, au niveau des régions? C'est quoi les régions peut-être où il y a le plus d'aides, le plus de subventions? Ok, il faut différencier les aides de les C2E, non? Ouais. Les CAES. O sea, les C2E, les CAE, c'est national. D'accord. C'est les mêmes partout. D'accord. L'unique différenciation que tu peux avoir aujourd'hui, c'est la zone climatique et la précarité. ¿Vale? Ça, c'est les points différentiels pour avoir plus ou moins net. Ok? Selon la fiche. Hein? Après, tu as la subvention publique. La caractéristique de l'Espagne, c'est que on peut trouver des aides nationales, des aides régionales et des aides locales. Okay. Donc, parce que en ville, les mairies d'une ville peuvent décider de faire une aide locale. D'accord. Donc, on a comme une bibliothèque des aides nationales que quand tu fais, par exemple, quand nous participons dans une opération avec notre installateur qui doit faire une autoconsommation photovoltaïque ou un changement d'un chaudière pour une pompe à chaleur, on fait toujours la consultation de les aides qu'il peut trouver dans la ville qui fera le travail. Donc, tu peux avoir des aides locales, régionales et nationales. Ok, super. La problématique de cet espagnol, c'est qu'elles sont très lentes. Et quelquefois, ils n'arrivent jamais. Mais bon. Ok, mais super intéressant. Comme je t'ai dit avant le podcast, on a sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur WhatsApp, bref, sur tous nos réseaux. D'ailleurs, allez nous suivre sur ILA26 sur nos réseaux. On a posé donc à nos abonnés quelles questions ils aimeraient que je te pose. Parce qu'on a reçu peut-être 100 à 200 questions. Alors évidemment, je ne vais pas te poser 100 à 200 questions. On va essayer de prendre les questions les plus pertinentes et celles qu'on n'a pas déjà posées maintenant. Donc justement, je vais prendre les questions des abonnés. Donc la première question, c'est y a-t-il un équivalent du label RGE qu'on a en France? Donc je te l'expliquais juste avant, mais le RGE en France, c'est une qualification qui certifie reconnu garant de l'environnement une société et elle peut ensuite bénéficier des aides. Est-ce que ici, il faut avoir une certification quand on est installateur en Espagne ou juste avoir une boîte d'installation? C'est pas un RGE, je pense. C'est pas les mêmes, mais je pense que vous avez aussi la certification pour faire une installation si tu veux avoir un C2E, et quand tu fais une installation, par exemple, de terre 030 de LED ou tu fais l'installation de pompe à chaleur, tu dois avoir la certification d'installateur frigoriste ou électricien. Hein? Donc, pour les fiches que tu travailles, tu dois être certifié parce que il y a un point important dans la documentation de C2E, tu dois déposer ton installation dans un registre officiel de l'État espagnol ou de la communauté autonome de la région. D'accord. Donc, et tu dois les tamponner avec ton matricule d'installateur registré. Si tu ne l'as pas ça, tu ne pourras pas être payé. Donc il n'y a pas le RGE à proprement parler, mais c'est un peu pareil finalement. Sur les... Ok. Donc on a une question sur la sous-traitance. Est-ce qu'on a le droit de sous-traiter
en Espagne? Est-ce qu'on a le droit d'avoir une boîte et de sous-traiter les dossiers à d'autres boîtes, tout simplement? Sí, on a le droit de sous-traiter. Complètement, il n'y a pas de limite par rapport à ça? Pas de limite. Je connais qu'il y a des initiateurs français qui sont en train de travailler avec cette modèle. Ok, Oui. donc aucun souci par rapport à ça. Aucun souci. Ok. Seulement, comme je disais avant, l'entreprise qui fait le registre doit être certifiée. Bien sûr, ok. Ah, donc justement, est-ce que la boîte de sous-traitance elle doit être certifiée, mais la boîte qui sous-traite, elle n'est pas obligée d'être certifiée? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Qui présente le cas Oui, la doit boîte, être certifiée. elle doit être certifiée aussi. Oui. Donc c'est pas Qui que la présente boîte le de cas. sous-traitance. C'est pas que la Mhm. boîte de sous-traitance. Mhm. D'accord, ok. Est-ce qu'il existe un délai de rétractation, comme en France? C'est-à-dire que le client, une fois qu'il a signé le devis, il peut encore se rétracter. Est-ce qu'il y a ça aussi en Espagne? Est-ce que les clients une fois que c'est signé le devis, ils sont obligés de le faire ou est-ce qu'ils peuvent dire... Non, il faut qu'ils ont signé le devis normalement et jusqu'à le dernier moment, ils peuvent refuser l'installation. Ok, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. On peut encore perdre des clients, même après avoir signé le devis. Ok. Oui. Alors ça revient un peu à ce on a déjà parlé, mais je pense que c'est important d'insister dessus parce que il va y avoir, comme tu l'as dit, voilà, beaucoup de commerciales qui vont appeler les Espagnols pour leur proposer ça. Évidemment pas en prospection dure, mais des personnes qui ont dit oui, je suis ok pour qu'on m'appelle. Donc il y a une question qui parle de la méfiance. C'est quoi la méfiance ou le principal blocage chez les particuliers vis-à-vis de ce programme? Et comment est-ce que, toi qui es espagnol, on peut arriver à rassurer des Espagnols par rapport à ça, quand on est français surtout? Ouais. Bueno, c'est bon, c'est une très bonne question. Ben voilà, bravo, c'est pas Bravo. moi, c'est les abonnés. Normalement, je disais, l'espagnol, on n'a pas l'habitude de racheter par téléphone. La vente à distance, c'est pas normal en Espagne parce que nous sommes très habitués à avoir un installateur à côté, nous avons la confiance de l'installateur dans le quartier. Et donc, nous sommes des personnes qui sortent beaucoup à la rue, non? Les clims, et donc, on cherche toujours les contacts humains. Ok. Donc, c'est en vente téléphonique, je pense que doit être très technique, très clair, et après envoyer une information très claire par email ou par WhatsApp. Parce qu'un support d'email ou WhatsApp, une fois que tu as fait le contact avec le téléphone, peut rassurer beaucoup à les clients après avoir un web page que dépense que tu es un professionnel. Okay? Donc, si tu as tout l'enveloppe de marketing bien fait, je pense que la méfiance, ça sera... C'est important ce que tu dis sur le marketing parce que tu sais, en France, on a vu des boîtes ne même pas avoir de LinkedIn, ne pas avoir de Facebook, ne rien avoir, même pas de site internet et pourtant faire des millions de chiffres d'affaires parce qu'il y a juste à appeler les clients, les envoyer à l'installateur et ils font des millions de chiffres d'affaires comme ça. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une présence marketing. J'ai l'impression qu'en Espagne, c'est peut-être important de mettre l'accent sur le marketing de sa boîte, que quand l'espagnol va aller sur le site, il va tout simplement voir. Surtout si tu es une personne tu es français, tu arrives bien sûr. On ne parle pas très bien l'espagnol. Donc, il y a un point que je disais toujours à l'installateur. Vous m'envoyez toujours votre email avec Gmail. C'est incroyable. Ça, si tu fais @gmail.com, c'est pas sérieux. Un client espagnol dira c'est pas une entreprise. C'est incroyable. Et il y a beaucoup de personnes qui font ça en France et qui font des millions de chiffres d'affaires, mais qui travaillent avec Gmail. Bon, je ne sais pas si peut-être aussi en Espagne ça sera accepté, mais normalement, tu dois avoir ton domaine d'entreprise. Ça coûte rien en plus. Ça coûte rien. Non, ça coûte rien. Ça coûte rien. Donc, mon conseil, c'est préparer un bon paquet. Parce que si vous appelez par téléphone, vous pouvez me voir par web. Nous existons depuis X ans. Nous avons fait beaucoup d'installations en France avec ce modèle. C'est un modèle européen qui vient en Espagne. C'est pas en connerie. Donc, je vous envoie des informations. Donc, il faut envoyer un peu un résumé de la loi, de tout. Et assurer à les clients que tout sera professionnel. Ok. Est-ce que le porte-à-porte est autorisé en Espagne? Oui.
C'est autorisé en Espagne? Tu sais, d'aller toquer à la porte des maisons. Bonjour, vous voulez une pompe à chaleur? Voici, et faire l'explication en Bon, live. normalement, nous ne trouvons pas aujourd'hui ce modèle. Mais c'est autorisé? Je ne sais pas si c'est autorisé. Ok, parce qu'en France, c'était autorisé. Si je dis pas de bêtises, c'était autorisé. Et là, ça ne l'est plus, je crois. Donc peut-être que c'est une option envisagée pour les installateurs, je sais pas. On mettra sur la vidéo si c'est légal, on ira se renseigner. Ok. On a lo que sí, je pense qu'en France, vous le faites aussi, on a beaucoup de centres commerciaux et tu peux louer un espace le samedi matin c'est bien ça. pour présenter ton offre. Non? Si tu es intéressé dans une ville, tu peux aller au centre commercial et c'est pas très cher, c'est un investissement qui peut-être c'est intéressant et tu peux passer un jour, 2 jours dans les centres commerciaux espagnols expliquant un peu tous les modèles. Donc ça, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Est-ce qu'il y a aussi des expositions, tu sais, des expositions en Espagne sur 2-3 jours où ça parle que d'énergie renouvelable et chacun peut avoir son stand pour sa société? Je ne sais pas si ça existe ou c'est pas encore. Non, pas encore. Pour les particuliers, tu dis, non? Pour les particuliers, les professionnels, c'est pas encore mis en place des gros événements comme ça? Non. Ok. On a une question d'une personne qui nous demande comment on peut s'assurer qu'on travaille avec un bon délégataire fiable et conforme en Espagne. Donc comment est-ce qu'on fait une checklist pour voir si c'est pas Bueno, vous savez Valoren. Ouais. Oui, Valoren, bien sûr, c'est le meilleur. 100% Bon, on mettra dans le lien de la description. Il y a un site internet de Valoren, j'imagine, pour les contacter. Comment est-ce qu'on vous contacte? Si, je vous donnerai. On mettra le site dans la description de la vidéo. Bon, je pense que les délégataires, il y a beaucoup de délégataires français qui ont commencé à travailler en Espagne. Okay. Donc, si vous avez un délégataire de confiance en France et il a rentré en Espagne, normalement, doit être de confiance. Bien sûr, ok. Nous sommes au début du modèle et on ne peut pas... Ok. Je peux vous dire déjà un ou deux délégataires que je ne travaillais pas avec eux, mais ce n'est pas normal de le dire en public. Je ne le dirai pas, mais... Je le dirai après. mais on a trouvé un pareil qu'on a fait, qu'ils sont en train de faire une connerie, qui auront des problèmes. Mais normalement, les délégataires français qui viennent en Espagne, qui ont bien travaillé en France, ils sont bien bons en Espagne aussi. Ok. Et donc, est-ce que tu as vu, je ne sais pas si tu as, ou même tu as entendu, qu'il y a vraiment des tentatives de fraude où c'est plutôt des personnes qui ne savaient pas vraiment comment est-ce qu'on fait, ils ont fait quelques conneries, mais parce qu'ils pensaient que, voilà, par exemple, on pouvait calculer comme ça alors qu'il fallait faire comme ça? Ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des personnes qui ont voulu frauder? Non, je pense que non. Je pense que ce sont des erreurs de calcul technique et manque de connaissances de comment fonctionne le modèle espagnol. Okay. Ou en traduction, parce que les personnes, quand nous avons découvert ce point, c'était un délégataire français qui vient d'arriver et que je pense qu'il a bien compris, n'a pas bien compris la formule de calcul. Ok. Oui, non. Bon, on a une question, comment calculer la fiche RES 020? Je pense qu'on l'a fait, c'est bon. On l'a fait. Une question qui n'est pas écrite, mais que je te pose. Toi, comment est-ce que tu vois Est-ce que tu vois ça d'un bon œil, l'arrivée des Français sur le marché espagnol, ou est-ce que ça aurait été plus sain, entre guillemets, que ça prenne tranquillement avec les Espagnols, les installateurs espagnols qui commencent à comprendre le système, etc., doucement? Est-ce que tu trouves ça sain que y a quand même beaucoup de Français qui vont venir en Espagne? Qu'est-ce que tu en penses de ça? C'est un marché européen, c'est un marché ouvert. Et pour ça, Axdis France a décidé de s'implanter aussi en Espagne pour donner service non seulement à l'installateur. O sea, nous donnons service à tous les installateurs d'Axdis, non? Donc, un installateur d'Axdis qui soit basé à Paris, il peut travailler à Barcelone, à Madrid ou à Lisboa. Donc, nous sommes... Je pense que les marchés européens, il y a une liberté de trafic de personnes, des entreprises, donc bienvenue à les Français. Et bienvenue aussi parce que les modèles commerciaux et opérationnels de les entreprises d'installation françaises quelquefois sont plus agressifs et modernes que les Espagnols. Donc ça peut nous donner aussi un push pour les Espagnols pour faire. Bien sûr, complètement. Un problème. Ok, super. En France, on a un gros problème, enfin un des problèmes majeurs avec les C2E en France, c'est que les fiches apparaissent et disparaissent des fois rapidement.
Ok. Et c'est compliqué, c'est très changeant pour un installateur. Tu imagines, voilà, tu travailles sur une fiche et d'un coup elle s'arrête, bah forcément tout ton business model il a retravaillé. En tout cas pour les installateurs qui bossent sur une seule fiche. Donc on a une question. Est-ce que les fiches en Espagne sont aussi modifiables via des arrêtés, donc comme les fiches C2E en France? Est-ce qu'ils peuvent arrêter ça d'un coup? On a eu l'exemple, nous, cette année-là, avec une fiche qui s'appelait, j'ai plus le nom, mais c'était pour les vélos cargo. Elle est arrivée, elle a disparu, elle n'a même pas commencé qu'elle avait déjà disparu. Est-ce qu'il y a ça aussi en Espagne? Est-ce que c'est aussi rapide pour arrêter une fiche? Non, tous les fiches que nous avons, nous, depuis le commencement, ils sont encore valables. Okay. Ce que nous avons trouvé, c'était un changement dans les demandes d'information. Quand ils ont publié la fiche, ils nous ont demandé pour avoir présenté le dossier, vous devez présenter 10 points. Bam. Et après, quand tu les présentes, le ministère a rajouté 2 ou 3 points de plus. Mais pas des arrêtés complets. Non. Pas encore, en tout cas. Pas encore, en tout cas. J'espère que non. Parce que, on espère. Mais sont des fiches qui sont vraiment normales. O sea, sont des fiches, il faut être habituel. Non? Bien sûr. Donc, je pense que... C'est pas comme le vélo cargo qui était un peu... Non. Aujourd'hui, la fiche, que c'est, comme je disais avant, c'était pour l'arrivée des installateurs français qu'on a commencé à travailler, et parce que le secteur d'isolation espagnol, ils sont un peu en surprise. Bien sûr. C'est la réserve, mais la réserve, je pense qu'il continuera, mais avec un contrôle de qualité très important. Ben justement, la prochaine question, c'est sur les contrôles. Est-ce que les contrôleurs peuvent-ils bloquer une société qui apporte un volume propre, donc légal, il n'y a aucun souci, conforme au niveau des calculs, aucun souci, mais un gros volume, entre guillemets anormal, c'est-à-dire vraiment beaucoup de fiches, mais qui sont toutes propres, des vrais dossiers réalisés, par souci d'équité envers les structures espagnoles? C'est une question qu'on nous pose. Est-ce qu'ils vont dire peut-être, bon, les Français, calmez-vous, il y a aussi les Espagnols? Non. Non, il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Je suis sûr que pas de souci. L'unique point, c'est, comme je disais avant, si les fiches sont bien faites, aucun problème. Et après, pour avoir droit à l'ECAE, tout doit être une entreprise espagnole. Donc, ça sera une entreprise espagnole avec des actionnaires français. Bien sûr. C'est pas aucun problème. Ok. Donc, on a une des dernières questions qui est vraiment importante. Il y a beaucoup de personnes qui nous l'ont posée. C'est pas vraiment en rapport avec les C2E, c'est plus en rapport avec ce qui s'est passé la semaine dernière en Espagne. Il y avait un blackout, alors j'étais pas là, mais de ce que j'ai compris, il n'y a plus de lumière. Donc toi aussi, tu l'as vécu dans toute l'Espagne. Et Portugal. Et Portugal, d'accord. Une partie du Portugal, de ce que j'ai compris. Ok. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit cyberattaque, donc ça, je crois que c'est mis de côté. Le vrai sujet, c'est les énergies renouvelables. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses, toi, que ça vient de là? On n'a pas encore les réponses officielles, on ne sait pas. Mais qu'est-ce que tu en penses? Il y a beaucoup de personnes qui se disent, tu sais, toutes les personnes qui n'aimaient pas les énergies, ils ont profité pour bien leur tomber dessus. Il y a un grand débat, parce qu'on a parlé de l'aérolique, éolienne, ¿no? Del viento, on a parlé de la photovoltaïque, on a parlé de la nucléaire. Vraiment, c'est pas les problématiques de la type d'énergie, de génération d'énergie, c'est un problème de la organisation et régulation de la distribution de l'énergie au niveau espagnol. Pourquoi? Parce que la carte de génération d'énergie électrique en Espagne, s'il la compare aujourd'hui à 20 années avant, o sea, de l'année 2000 à 2025, il y a un changement total de la composition de qui produit l'énergie électrique. Donc, on a arrivé à la photovoltaïque, la éolienne, aérolique, on a arrivé à la nucléaire, ça continue. Donc, il y a une diversification de génération, mais les centres de contrôle et de distribution de l'énergie sont les mêmes. Et les méthodes de contrôle sont les mêmes. Donc, il y a un manque, je pense, peut-être je suis trompé, mais je pense qu'il y a un manque d'investissement pour moderniser la gestion de la génération d'électricité. On verra. Bon, de toute façon, on va avoir les réponses bientôt. Je crois qu'ils font une étude là pour voir. Il y a une étude, mais le gouvernement, ils sont un peu nerveux parce qu'il ne sait pas si c'est une question d'investissement public, privé. On verra. Et combien de temps ça a duré cette coupure? Parce que moi, j'étais pas là. On a commencé à 12h30.
Et ça a été le nord de l'Espagne a reçu l'électricité plus rapide grâce à vous, à les Français, que vous avez ouvert après. Hein? Et le sud pour le Maroc, qui nous aidait aussi. Mais par exemple, j'étais à Barcelone. À Barcelone, il avait. Chez moi, il arrivait à 18h30. Mais les roues qui étaient à côté, à deux roues, il arrivait à minuit. Incroyable. Oui. Et le dernier point qui a reçu l'électricité, c'était les jours après, les 6-7 du matin. Incroyable. Donc, non, c'était une grande expérience parce que nous avons été presque 2 heures sans électricité et pour appeler par téléphone, c'était difficile aussi, sans réseau. Bien sûr. Voilà. Mais bon, c'est quand même très dangereux. On a retourné. Bien sûr. Je crois qu'il y a eu des morts et tout, etc. Sur la route, etc. C'est dangereux, c'est vraiment dangereux. Mais normalement, les hôpitaux et les aéroports, on a des backups. Des backups, et on n'a aucun problème. Bien sûr. Ok, on est sur les avant-dernières questions. Est-ce que tu connais EMI en France? EMI. Non. EMI en France, c'est un site où on peut échanger des C2E, où on peut voir le marché, parce que ça reste un marché, les C2E. Est-ce qu'on a l'équivalent de ça en Espagne, ou est-ce que c'est tout sur le site j'ai oublié le nom de Miteco. Oui, est-ce que c'est tout là? C'est tout là. Il n'y a pas d'autres sites, etc., comme EMI, donc justement pour échanger des C2E, des CAE. Il n'y a pas ça en Espagne. D'accord, c'est tout sur le site. Bon, que je connais peut-être, mais... Ok, d'accord. Quel est le montant de la pénalité en cas de non-atteinte des objectifs? Parce que je pense que les délégataires aussi donc, prennent la pénalité s'ils n'arrivent pas à dépenser, donc faire réaliser leur objectif. Comment ça se passe au niveau des pénalités? Est-ce que tu sais par rapport à ça? Bueno, sí, normalement, tu parles des contrats de pollueurs avec les délégataires? Oui. Ok. Le que je connais, c'est un euro. Donc, si tu n'arrives pas à donner tous les volumes de caisse, tu dois repayer les montants que tu as ou l'engagement, les compromis de donner à ton pollueur. Ok, super. Bah écoute, au niveau des questions, il y en avait beaucoup, mais de toute façon, vu qu'on a parlé, on a répondu à déjà beaucoup de questions avant de poser des questions. Avant de finir, c'est quoi ta vision sur le futur alors des CAE en Espagne? Est-ce que tu es confiant par rapport à ça et qu'est-ce que tu en penses? Oui, je suis très confiant. Comme je disais à tous les installateurs français, je pense qu'il faut venir. Il faut commencer. Pourquoi? Parce que c'est pas les subventions publiques en Espagne, c'est très instable. C'est pas stable. On a eu des aides de photovoltaïque, on a disparu, maintenant on a des aides pour les pompes à chaleur, après ils disparaissent, donc tu ne sais pas comment travailler. Mais les CAE, c'est un modèle qui vient de l'Europe, c'est un modèle qui n'est pas une subvention publique, c'est le pollueur qui paye. Et c'est un modèle que quand tu parles avec les pollueurs, avec les ministères, c'est à long terme view. C'est une décision qui s'est prise pour faire un chemin à long terme. Et nous sommes dans le début du modèle, au début du modèle. Hein. Comme je disais avant, il manque encore beaucoup de points à s'implanter. La durée de la vie de l'installation, que ça nous donnera un avantage économique très important. Ok. Il manque encore la précarité qui arrive cette année. Ok. Cette année, c'est sûr, cette année, c'est sûr. Je pense que oui. Okay. Bon, on a déjà, le Miteco a déjà fait son liste et il faut la publier. Donc, j'espère que ce soit cette année, sinon ça sera l'année prochaine, mais d'ici 12 mois, on l'aura. Après, on a aussi les prix. Les prix, il y a un engagement d'augmentation des prix des caisses minimum de l'augmentation des coûts de la vie, l'IPC. Hein? Donc bon, ça cette année, il a augmenté, je pense, qu'en 2,5-3%. Hein? Okay. Donc, ça marche. Hein? Donc, et après, ce que c'est une opportunité, c'est que, comme tu as dit avant, Janif, l'installateur français connaît très bien les modèles. L'installateur espagnol ne les connaît pas. Non? Donc, je suis avec mon client espagnol, je dis toujours, vous devez commencer. Vous devez faire un test avec un fils parce qu'au moment que vous connaissez les modèles, ça c'est une grosse opportunité commerciale pour vous.
Parce que quand tu fais un devis pour une famille ou une industrie, tu peux donner un cahier de 25, 30%. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à parler de cahiers aujourd'hui, mais vraiment, que j'ai trouvé des personnes ou d'entreprises qui savent travailler bien avec les cahiers, on n'a pas beaucoup. Donc, pour un installateur français qui est habitué à travailler les modèles de cahiers, vous savez des CRM, vous savez tous les modèles implantés, je pense que c'est une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, peut-être au niveau économique, tu gagneras 5, mais d'ici 2, 3, 4 années, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Donc, si vous voyez cette opportunité comme à court terme, ce n'est pas intéressant. Si vous voulez faire un projet à moyen terme, vous trouverez beaucoup de profit parce qu'avec la précarité, la durée de la vie, l'augmentation des prix des caisses et les modèles que vous avez déjà, les opérationnels bien faits en France, pour vous, c'est très intéressant. Super. Et donc toi, tu as plus de clients français que espagnols pour l'instant? Tu vois plus de personnes françaises que espagnoles? Non, nous avons déjà créé un réseau d'installateurs espagnols qui travaillent sur les caisses. D'accord, il y en a quand même. Non, nous avons 30 points de vente et chaque point de vente, peut-être on a aujourd'hui plus de 500 clients qui travaillent avec les caisses. Non, ça commence à dérouler. On a l'impression, nous, en France, qu'il n'y a personne en Espagne. Non, on a des fiches, on a un bureau avec 100 personnes qui travaillent pour les caisses, que ça commence. Mais c'est vrai que sont des petits installateurs et que sont, comme je disais avant, l'avantage d'un installateur français moyen qui a travaillé bien les caisses, c'est qu'il peut organiser une équipe de travail en Espagne. Il y a la puissance de frappe. Pendant le temps que mon installateur fait un caisse, un installateur français bien organisé peut faire 20 ou 30 caisses. Donc, ça, c'est pour ça que j'ai dit que l'installateur français, il y a une opportunité seulement pour l'organisation que vous savez très importante. Bien sûr. En disant que l'installateur espagnol, et je travaille avec un millier d'installateurs espagnols qui travaillent avec nous, qui sont très professionnels et très techniques aussi. Donc, pour la sous-traitance aussi, sont bons. Ok, super. Laios, c'était vraiment super intéressant. Je pense que ça va être un des podcasts qui va le plus marcher parce que il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment intéressées. C'était super intéressant. On est rentré vraiment en profondeur. Juste avant de finir, si tu veux faire un petit instant promo, tu regardes la caméra pour toutes les sociétés, toutes les fonctionnalités que vous pouvez proposer. Parce qu'il y aura beaucoup de personnes qui... Je vous invite à tous je pense que tout le monde connaît Axdis. Axdis Pro en France, c'est très bien connu. Axdis Ibérica, ici en Espagne, nous travaillons avec la marque Splitmania pour développer le business et avec Valoren. Valoren Ibérica, que c'est le même que Valoren France. Donc, nous connaissons très bien tous les culture et clients français. Et ce que nous voulons faire, c'est vous accompagner, comme je disais avant, presque juste le début, vous aider à créer l'entreprise en France, positionner l'entreprise, commercialisation, vous accompagner pour avoir accès aussi en Espagne. Je pense que Valoren et Axdis Ibérica peut donner les mêmes bons services que nous donnons en France, et pour ça, nous avons créé ce service en Espagne, pour vous donner à vous, installateurs français, dans tout l'accompagnement pour l'Espagne. Donc, je vous invite à me contacter directement. On mettra dans la description de la vidéo, on mettra toutes les informations, les sites, on mettra tout ce qu'on peut mettre, on mettra dans la description. Et puis voilà, pour ajouter un petit mot, Axdis, c'est français comme tu l'as dit, ils ont la filiale en espagnol, donc forcément, pour un Français, parce que ça va être que des Français qui vont regarder la vidéo, pour des Français qui veulent se lancer en Espagne, c'est vraiment super intéressant de passer par vous, parce que vous connaissez les deux marchés, donc forcément c'est très intéressant au niveau de l'adaptation. Donc n'hésitez pas, on vous met tout dans le lien de la description. Donc tout le monde, il faut voir La Casa de Papel pour apprendre à parler en espagnol. Pour travailler son espagnol. Exactement. Exactement. Allez voir La Casa de Papel, c'est un très bon conseil. Ça, c'est le meilleur conseil que tu as fait pendant le podcast. Merci beaucoup, Laios. Merci beaucoup. On se dit à très bientôt. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt pour un nouveau podcast sur ILA26 TV. C'était Yaniv. Salut.